Salut, j'ai réussi à m'extirper de la France et à quitter le pays provisoirement pour échapper aux normes débiles qui sont pratiquées depuis le corona dans ce pays. Aujourd'hui, je voulais parler des amendes pour aller dans la nature. 135 € pour aller se balader dans la nature. Où commence l'abus de droit? A tout de suite après l'intro. Voilà, depuis fin octobre, on est nouveau reconfiné avec son lot d'attestations et de papiers à remplir, de règles, de bureaucratie française. Et la fameuse règle des 1 km pour aller autour de chez soi. Et c'est vraiment la règle que je trouve la plus scandaleuse. Se confiner, tenir les mesures barrières, mettre un masque au travail, dans la rue, je dis pas, mais interdire aux gens l'accès à la nature pendant des mois et des semaines, alors que nous allons vivre avec ce virus probablement encore 1 an, voire plus. Il faut commencer à être un peu plus intelligent que ça. Alors je suis un peu essoufflé parce que j'ai encore eu la bonne idée de commencer ma vidéo alors que je montais une pente. Évidemment, ça peut vous couper le souffle. J'essaye de rejoindre les hauteurs pour avoir un peu plus de luminosité. Voilà, mais moi effectivement dans le cadre du confinement, j'accepte toutes les mesures. Mais cette mesure du 1 km 1 heure ne vise en fait qu'à décourager les gens de pratiquer une activité sportive. Et comme effectivement, manifestement, c'était trop attentatoire aux libertés d'interdire totalement et de faire un confinement total et dur comme au mois de mars-avril, on a laissé cette mesure, laissant l'impression aux gens qu'ils ont encore un semblant de liberté, alors que sur le fond, on pourrait même dire que la moindre restriction est attentatoire à des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, d'autres libertés qui sont la liberté d'entreprendre. Et donc on est en train effectivement d'aggraver la santé de certains Français avec effectivement les empêchant de faire du sport. Si vous habitez en ville, faire du sport à 1 km de chez soi, sur du béton, sur du goudron, au milieu des voitures, à respirer les pots d'échappement, c'est forcément pas terrible. Et si vous osez le faire, vous pouvez le faire, mais effectivement vous allez vite trouver ça lassant, pas assez divertissant. Alors depuis le début, moi je suis très intrigué par certaines mesures que je trouve contre-productives. Et ne pas vous laisser sortir, prendre la lumière régulièrement, c'est clairement même, en fait, ça peut ruiner votre santé. Vous avez certains papiers très intéressants sur des points communs entre les personnes qui font des formes très graves de coronavirus, c'est qu'ils ont un taux de vitamine D dans le sang très bas, donc anormal. Donc, la vitamine D, évidemment, elle est fabriquée avec l'aide du soleil et de la peau. En théorie, on dit qu'il faut une demi-heure d'exposition par jour pour fabriquer suffisamment de vitamine D. La réalité, c'est que si vous habitez à certaines latitudes, c'est-à-dire pour les Français, si vous habitez au-dessus de la Corse, en hiver, probablement vous êtes carencé en vitamine D. Une seule façon de compenser ça, ce serait effectivement 1, de supplémenter, et 2, de passer suffisamment de temps à l'extérieur avec un peu de peau qui est exposée au soleil à des horaires où le soleil est présent. Donc là, évidemment,
Si on vous interdit de sortir et que vous ne prenez pas votre dose de vitamine D, ça veut dire qu'en fait, vous êtes plus carencé et vous allez avoir un facteur, un point commun avec les gens qui font des formes graves de Covid. Donc la vitamine D, effectivement, ça booste votre immunité et ça permet aussi de mieux se défendre contre les virus et les bactéries en hiver. Donc, encore une fois, pourquoi empêcher les gens de sortir dans la nature ou autour de soi, évidemment, croisez pas un seul Pékin, que la dilution de l'air fait qu'effectivement les chances de respirer du virus sont quasi nulles. Donc moi je comprends toujours pas et il faut qu'on m'explique les 1 km/h. Si vous avez une seule étude qui prouve qu'on se contamine dans la nature, dites-le moi quoi. Voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, cette vidéo c'est pas pour féliciter notre gouvernement des actions qu'il fait à l'heure actuelle. C'est vraiment une vidéo critique parce qu'on a droit de critiquer. On a aussi droit effectivement d'avoir un avis sur des mesures parce qu'on est tous concernés et on n'a pas besoin d'être médecin pour avoir un avis effectivement sur les mesures qu'on prend pour confiner et contenir un virus, puisque nous sommes toutes et tous impactés. Deuxio, depuis le début, je trouve que cette opposition entre économie et santé est totalement artificielle, puisque c'est une question de temporalité. Vous faites juste un choix entre la santé de court terme et la santé de long terme. Parce qu'évidemment, pour avoir un système de santé efficace, vous avez besoin d'une économie qui fonctionne et qui rapporte de l'argent, des impôts à l'État pour financer l'appareil sanitaire. Si vous flinguez toutes vos entreprises, évidemment que vous allez aggraver à long terme l'état de votre système sanitaire qui est déjà en France inférieur. On a moins de lits que les Allemands et on a des urgences qui sont saturées mais depuis des années. Donc, pas de secret. Et quand on prend en compte le coût des confinements tels qu'on les pratique à la française, il faut derrière voir tous les morts qui seront causés par de la pauvreté, de la malnutrition, alors que ce soit en France et dans le tiers-monde, hein, puisqu'évidemment, quand les pays riches fonctionnent moins bien, c'est tous les autres pays avec qui on commerce qui iront moins bien aussi. Faut prendre en compte tous les retards de diagnostic chez les cancéreux, tous les retards ou des traitements qui ne peuvent pas se faire chez des gens qui ont déjà un cancer, c'est-à-dire effectivement chez certains là, à l'heure actuelle qui ont des tumeurs. Comme on ne peut pas opérer la tumeur, on continue la chimio. Donc je vous laisse imaginer aussi les effets bénéfiques hein, de chimio successives alors qu'on aurait pu opérer à ce stade-là. Vous avez le coût mental et sanitaire, donc la santé mentale. Voilà. Dans ce confinement, il y aura effectivement plus de suicides. Et derrière, il faut que vous puissiez assumer aussi les millions de chômeurs que vous créez et qui aussi, eux, du fait de leur précarité, auront accès au système sanitaire, un accès dégradé parce qu'ils n'ont plus les moyens de se soigner aussi. Donc c'est juste en fait une balance entre la santé de court terme et la santé de long terme, mais on ne peut pas opposer économie et santé de façon aussi brutale, aussi caricaturale qu'on le fait à l'heure actuelle. Alors c'est tout à fait amusant, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est une boîte à chauves-souris. Parce que c'est un peu à cause des chauves-souris que tout ça a commencé. Alors, une petite digression sur les chauves-souris, justement, comme ça me donne l'occasion de dire la particularité hein, des chauves-souris, c'est que c'est pas pour rien qu'il y a des pandémies qui commencent avec des chauves-souris. Elles ont la particularité de pouvoir déréguler leur système immunitaire pour une raison très simple en fait, parce qu'ils habitent les uns sur les autres la plupart du temps dans des cavernes et que donc ils sont exposés effectivement à énormément de virus et de bactéries et pour que leur
leur système immunitaire ne surréagisse pas, ah ben, du coup, ils sont capables de réduire leur réaction inflammatoire à certains virus et bactéries, ce qui leur permet effectivement de s'en prendre plus dans la tronche, pour le dire facilement, mais autre inconvénient pour les autres animaux ou humains qui habitent à côté, c'est que le virus n'est pas éliminé. Il peut en fait se multiplier plus souvent et faire plus de cycles. Et du coup, plus un virus a la chance de muter et de se multiplier, plus ça permet effectivement qu'un jour, ils finissent par franchir la barrière des espèces. Donc c'est pour ça qu'on parle de zoonose. Zoo pour animaux, nose maladie qui viennent des animaux. Mais un virus, ça saute pas d'une espèce à l'autre aussi facilement que ça. Il faut des mutations, il faut que le contexte, l'environnement soit idéal. Et il faut aussi un certain nombre de mutations jusqu'à réussir à avoir le virus qui est capable de se multiplier dans un autre organisme que celui de l'espèce d'où il est parti. Voilà, c'était juste une petite digression sur les chauves-souris parce que c'est quand même très intéressant de savoir pourquoi ces chauves-souris sont des hôtes un peu idéaux pour des virus aussi. Voilà, tout ça pour dire qu'on est dans une période très particulière où effectivement chaque citoyen doit quand même aussi un peu défendre ses droits, questionner le politique, demander à votre député pourquoi il a voté telle ou telle mesure, qu'est-ce qu'il avait comme base scientifique pour le faire, pourquoi il a voté le confinement pour 6 mois, pas le confinement, mais l'urgence sanitaire pour 6 mois supplémentaires, sur quelle base, etc. Questionner aussi, comme le député de mon coin qui n'a pas trouvé mieux que de proposer de monter les amendes à 10 000 €, hein, pourquoi pas. Soyons fous, et puis après on ira enfermer les gens dans des enclos, hein, ceux qui ne veulent pas respecter la loi, hein, on fera des camps spéciaux pour ces personnes. C'est quand même en termes de liberté individuelle et de gestion, à un moment il faut aussi défendre. La démocratie c'est quelque chose de fragile, donc vous devez aussi la défendre, sans mettre en danger la santé des autres personnes. Moi aussi j'ai des parents qui sont âgés, qui ont plus de 70 ans, mais certaines mesures, je ne les accepte pas et je ne les comprends pas. Donc il faut aussi les questionner. On vivra probablement dans un monde où on aura d'autres pandémies de ce type-là. Donc c'est aussi ce qui est en jeu, c'est la bonne gestion des futures pandémies. Cette pandémie-là est grave, certes, mais le taux de létalité qui est autour de 1% n'est pas non plus impressionnant par rapport à d'autres maladies comme Ebola, hein, qui sont des fièvres hémorragiques, et là où le taux de létalité est beaucoup plus importante et emporte les gens aussi de façon aussi impressionnante. Ebola qui avait aussi d'ailleurs commencé avec des chauves-souris, hein, parce que Ebola ça commence le patient zéro. Ça aussi c'est pour l'anecdote, ça commence avec une soupe de chauve-souris, de viande de brousse, donc avec des enfants qui avaient capturé pour le jour de Noël, je ne sais plus en quelle année, pardonnez-moi ma mémoire, mais en tout cas ils avaient enflammé l'intérieur d'un tronc d'un arbre pour faire asphyxier les chauves-souris qui du coup étaient tombées du tronc, et ensuite la famille en question avait mangé cette soupe de chauve-souris, et c'est comme ça effectivement que le patient zéro avait chopé pour la première fois Ebola. Donc encore une histoire de chauve-souris. Voilà, donc bon, on va pas accabler les chauves-souris, mais voilà, les chauves-souris sont souvent impliquées dans des pandémies. Ce que je veux dire là, oui, défendez vos droits, questionnez vos députés, diversifiez vos sources d'information. Hein, la science, c'est pas infaillible. Donc pour moi qui tiens un blog sur la nutrition depuis des années, je peux vous dire que les papiers bidons sur les effets de ci ou ça, voilà, et de la falsification scientifique, aujourd'hui, voilà, le plus gros qu'on connaît à l'heure actuelle, que vous connaissez peut-être, c'est Ansel Keys. Ansel Keys qui aujourd'hui, sa recherche est toujours utilisée pour faire beaucoup de préconisations nutritionnelles. Ansel Keys en fait était un héros
de la guerre, puisqu'il avait créé les rations K. Ration K pour K Ration, c'était les rations des militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après la guerre, il avait effectivement commencé une étude pour découvrir les causes des maladies cardiaques. Et pour faire ça, il avait fait une grande étude, on va dire, statistique et épidémiologique sur plusieurs nations dans le monde. Donc cette étude, il l'a appelée Seven Nation Studies. Et en fait, il y avait 7 nations, et il a trouvé une corrélation très forte entre la consommation de matières grasses saturées, donc les graisses saturées, et les maladies cardiovasculaires. Sauf qu'effectivement, à l'époque, Ansel Keys avait fait ce qu'on appelle du cherry picking. Il avait évidemment visité d'autres pays, mais ces pays ne correspondaient pas à sa principale hypothèse, c'est-à-dire la corrélation entre la consommation de matières grasses saturées et les maladies cardiovasculaires. Et donc aujourd'hui, on le sait, c'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça, sauf que cette étude d'Ansel Keys a influencé de nombreux nutritionnistes et médecins pendant des décades, alors que toute la science était fausse. Elle était effectivement d'un point de vue, voilà, c'est effectivement, on ne peut pas faire du cherry picking, mais vous avez beaucoup effectivement en science de ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est vous regroupez plusieurs études, donc, et vous analysez en fait normalement toute la donnée qu'il y a sur un problème. Ça peut être sur un médicament, voilà. Donc prenez toutes les études qui existent, vous fixez des critères quand même d'études sérieuses, hein, pour dire bah, celle-là je les prends en compte ou pas. Mais voilà, là aussi on peut faire du cherry picking. Je prends que les études qui vont dans mon sens, j'écarte toutes les autres, et après je publie ma méta-analyse. La méta-analyse, c'est pas on ne fait pas des expériences en soi, on regroupe en fait toutes les expériences qui existent. Et du coup, bah, vous pouvez, grâce à un choix très, on va dire, très peu neutre des études que vous retenez, obtenir une méta-analyse favorable à vos thèses. Donc là aussi, ça s'appelle de la falsification scientifique, mais c'est quelque chose qui est très souvent utilisé encore aussi. Donc voilà, ne pas oublier que la science n'est pas infaillible, elle est faite par des hommes. Il y a des intérêts financiers parfois derrière, et que ça peut fausser la science. Donc là aussi, en tant que blogueur sur la nutrition, ça m'a aussi appris que voilà, quand je vois une étude scientifique, je me dis pas, voilà, c'est du béton, c'est fiable à 100%. Il faut regarder la donnée, il faut étudier, il faut regarder si c'est cohérent. Et en science aussi, il y a certains principes comme la reproductibilité, c'est-à-dire que si une expérience, vous ne pouvez pas la reproduire avec les mêmes résultats et de façon, on va dire, plusieurs fois, c'est que effectivement votre hypothèse, votre thèse était fausse. C'est-à-dire que si personne d'autre que de vous n'arrive à reproduire ce résultat, bah, c'est que en fait, vous avez peut-être bidonné votre étude, ou que ce que vous vouliez prouver n'était pas valable. Voilà, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui aussi, puisque je veux aussi en profiter pour me balader quand même, maintenant que je suis un peu libre, voilà, parce que je ne suis pas sur le territoire français, donc les lois françaises ne s'appliquent pas. Voilà, mais c'est à se demander si je ne vais pas quitter le pays pour de bon, parce que en France, j'ai l'impression que ces dernières années, on fait vraiment beaucoup de choses de travers. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux mesures à l'heure actuelle qui sont prises avec les restrictions de circulation pendant le confinement, c'est que l'État joue aussi sa crédibilité. À force de prendre des mesures qui sont à la fois justifiées, mais d'autres qui sont totalement aberrantes et idiotes, l'acceptance de ces mesures par la population va aussi être impactée grandement. Qu'à partir de votre population, on ne vous prend plus au sérieux, parce que vous n'arrêtez pas de prendre des mesures aberrantes qui n'ont ni queue ni tête, que votre discours est tantôt blanc, tantôt noir. Hein. Je vous rappelle quand même l'épisode des masques. Le masque ne sert à rien, puis tout d'un coup le masque devient utile.
avec aussi des journalistes médicaux, hein, qui vous racontaient à l'époque: ah bah oui, mais moi j'ai rien dit parce qu'on n'en avait pas, donc je préférais mentir. Donc voilà, je vous laisse aussi juger de l'éthique de certains journalistes. Voilà. J'avais, je crois, publié ça sur mon Facebook, mais voilà, c'était des propos tenus par Marina Carrière d'Ancos, hein, qui a une émission médicale, hein. Donc voilà, c'est bien pour l'éthique médicale, hein. Moi, voilà. Vous savez que quelque chose est utile, mais parce que vous savez qu'il y a une pénurie et que vous ne voulez pas aggraver la pénurie, bah vous dites rien. Même si les gens pouvaient à l'époque se fabriquer leur propre masque, et que non, pourquoi? Voilà, donc franchement, voilà, je pense que la crédibilité de l'État aussi, à chaque fois qu'il prendra des mesures un peu qui sont à côté de la plaque, et ça peut poser et faire que le citoyen questionne beaucoup plus l'autorité de l'État, mais pas que sur ce domaine. Et donc ça rend toute une société et toute une démocratie, toute une république instable. Donc on joue avec le feu. C'est-à-dire qu'il faut être plus pédagogue, prendre ses décisions de façon plus collégiale, même si à un moment, il n'y a pas le choix, il faut trancher, hein. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, jouer aux apprentis sorciers, décider de mesures sans les étayer, sans les argumenter et sans faire des bénéfices-risques, hein, parce que effectivement la décision, chaque décision à l'heure actuelle est extrêmement complexe à prendre. Mais vous devez effectivement ne pas, et c'est une des maladies, hein, des décisionnaires en France et dans le monde, c'est de réfléchir que sur le court terme. Voilà, donc c'était une vidéo un peu longue aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, soit en appartement, soit dans la nature. Mais effectivement, si vous allez dans la nature, n'oubliez pas que c'est interdit à plus d'1 kilomètre de chez vous. Donc à vous de choisir, même si moi je trouve ces mesures du 1 km 1 heure scandaleuses et sans fondement scientifique. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ciao!